Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors normalement vous nous entendez. Donc on démarre. Je pense qu'en effet, petit test technique, mais a priori c'est C'est bon. bon, on nous entend bien. Parfait. Bonjour tout le monde. Merci de vous être connectés. Ravi de vous avoir avec nous ce midi pour parler achat responsable. Euh, je me présente et je laisserai Paul se présenter rapidement derrière. Donc, je suis Maxime Dupont, je suis directeur chez Bartol, en charge de nos sujets impact et durabilité. Donc, j'anime le collectif et toutes les missions autour des sujets d'impact et de durabilité. Et aujourd'hui, avec Paul pour ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Paul Jardel, je travaille avec Maxime aussi sur les sujets d'impact et de durabilité, et notamment sur les sujets d'achat responsable dont on va vous parler aujourd'hui. Peut-être avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet pour celles et ceux qui connaissent peut-être moins Bartol. Donc Bartol est un cabinet de conseil pluridisciplinaire qui a bientôt une vingtaine d'années. On est environ 300 collaborateurs, collaboratrices engagés qui font vivre Bartol. Et donc on adresse beaucoup d'expertise, de sujets et d'enjeux chez nos clients. Et aujourd'hui, on va plutôt parler des sujets autour des thématiques d'impact. Mais donc voilà, sur l'impact, de manière générale, on intervient de bout en bout, donc dès l'état des lieux, la définition des stratégies à impact derrière, le déploiement, la mise en œuvre, jusqu'à la mesure et le pilotage de l'impact, puisqu'on intervient vraiment en proximité, sur la montée en compétences de nos clients, etc. Et avant d'aller plus loin, je le redis à celles et ceux qui ne sont pas familiers des webinaires, mais vous avez en bas à droite de votre écran un onglet chat pour discuter entre vous et autres. Et si vous voulez poser votre question, vous avez à côté un onglet questions qui permet aussi de pouvoir nous partager les questions à tout le monde à l'écran ou de pouvoir répondre à l'écrit si c'est un sujet qui va être abordé plus loin dans la séquence. Voilà, donc essayez d'être vigilant quand vous postez vos messages pour qu'on puisse nous traiter ce qui est des questions et ce qui est de la discussion. Et on essaiera, si le temps nous le permet, en tout cas, de répondre à toutes les questions. Et j'espère qu'il y en aura parce qu'on aime bien quand même quand c'est interactif, même si le format est celui d'un webinaire. Voilà. Si on continue, donc l'objectif aujourd'hui était de prendre 7 heures. Alors on a Alice qui nous dit qu'elle n'entend pas, mais a priori c'est. Alors, vous nous entendez? Parce que là, il y a deux personnes qui nous disent. Oui, il y a d'autres personnes qui entendent. Ah, donc je pense que le problème vient pas de nous. Ok, bon, très bien. On continue. Donc aujourd'hui, l'idée en une heure, c'est de définir ensemble ce qu'est les achats responsables et quel périmètre à prendre en considération quand on parle d'achat responsable. Revenir sur l'intérêt d'une démarche achat responsable et comment celle-ci contribue aussi à une stratégie de durabilité, stratégie ESG, stratégie globale. Comment nous, ensuite, on a quelques partis pris et convictions sur le sujet, l'implication des parties prenantes, quelques facteurs clés de succès, quelques référentiels, normes à suivre et des outils. Donc, a priori, Alors, allons-y. Vous avez dû le voir apparaître. J'ai posé une question directement dans l'outil Livestorm. Avez-vous défini une politique achat responsable? On va essayer de poser quelques questions comme ça au fur et à mesure de la présentation. Ça nous permettra de à la fois mieux comprendre vos niveaux de maturité en termes d'achat responsable, et ça nous permettra derrière de faire une petite synthèse que l'on vous enverra à la suite du webinaire pour que vous puissiez avoir aussi la vision globale de ce que font d'autres personnes sur ce sujet. Donc vous pouvez répondre au fur et à mesure et on va continuer la présentation en même temps que l'on pose ces questions. L'idée dans un premier temps, c'est de définir le périmètre des achats responsables. À la fois, pourquoi est-ce qu'on veut s'y mettre et comment le prendre en considération l'ensemble du scope. Déjà, pour démarrer les achats responsables, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est de plus en plus
obligatoire de par un ensemble de facteurs. Le premier, c'est les consommateurs. Il y a des études qui ont été faites récemment qui montrent que au moins 45% des clients attendent des réels engagements, notamment environnementaux, de la part des distributeurs, et cette demande, elle est vraiment croissante au fur et à mesure des années. Ensuite, on a la conformité aux régulations. Je pense que tout le monde connaît la CSRD, qui va évidemment engendrer beaucoup d'actions nécessaires pour être conforme avec cette régulation, mais il y a aussi d'autres choses comme le devoir de vigilance, la loi AGEC, la loi climat et résilience, qui vont imposer des nouvelles obligations à toutes les entreprises sur leur chaîne de valeur et notamment sur la partie amont de leur chaîne de valeur. Ensuite, une autre raison pour se mettre aux achats responsables, c'est tout simplement les gains économiques. Un projet d'achat responsable peut coûter de l'argent plutôt sur le court terme, ça c'est sûr, comme tout projet. Mais par contre, quand on a la vision long terme, on sait qu'on peut obtenir des gains, notamment quand on pense à la réduction des déchets ou l'optimisation de la consommation d'énergie. Ça peut être des gains économiques importants pour une entreprise. Et le dernier point, c'est l'amélioration de la résilience et la réduction des risques. On va en parler dans toute la suite de la présentation. Mais un enjeu majeur d'une stratégie achat responsable, c'est de collaborer avec ses fournisseurs. Et cette collaboration va permettre une meilleure résilience sur toute la chaîne de valeur. On vous a mis 3 chiffres en dessous qui prouvent en fait que les entreprises s'y mettent. Tout le monde n'est pas au même stade de maturité, mais il y a un mouvement qui se lance concernant les achats responsables, et on le voit notamment parce que ce webinaire a intéressé du monde, donc c'est bien que le sujet anime beaucoup de personnes. On a 43% des entreprises qui ont formalisé une politique achat responsable, mais pour autant, il reste des choses à franchir, notamment la mise en place d'indicateurs de suivi. On est seulement à 14% des entreprises qui en ont mis en place et 29% des entreprises qui ont sensibilisé leurs collaborateurs aux achats responsables. Ça, c'est un benchmark qu'on a réalisé en début d'année et on va voir que ces chiffres, en fait, commencent à augmenter parce que le sujet prend de plus en plus d'ampleur. Pour bien commencer sur une stratégie achat responsable, il faut savoir aussi de quoi on parle. En termes de catégories d'achat, sur sa chaîne de valeur, on a 2 grandes catégories d'achats, les achats directs et les achats indirects. Les achats directs vont globalement servir votre cœur de métier et les achats directs vont permettre de le supporter. Ces catégories, on vous a mis quelques exemples, mais pour autant, ce sont des catégories types qu'il faudra demain, quand vous vous pencherez sur vos achats responsables, il faudra adapter ces catégories à votre réalité et définir vos propres catégories d'achat. Et en face, pour chaque catégorie d'achat, il va falloir identifier des critères qui seront à prendre en compte. On pense souvent aux critères environnementaux quand on parle d'achat responsable. Logiquement, les émissions de CO2, l'impact sur la biodiversité, les déchets, etc., viennent très rapidement. Mais pour autant, il y a d'autres sujets, notamment sociaux et de gouvernance, qui sont tout aussi importants à prendre en compte. Le côté social va être très important, notamment sur tout l'amont de sa chaîne de valeur, avec des fournisseurs qui sont parfois éloignés dans d'autres pays, avec des normes, des lois qui ne sont pas nécessairement les mêmes que chez nous. Et la gouvernance va aussi être très importante parce qu'elle va pouvoir symboliser toute la relation avec ses fournisseurs et notamment mieux connaître sa chaîne de valeur, et ça va permettre de mettre en place des démarches éthiques avec ses fournisseurs directement. Et du coup, on a identifié ensuite quelques facteurs clés de succès pour réussir à mettre en place une démarche qui est réellement robuste, et je vais laisser Maxime prendre la suite pour cette partie-là. Oui, donc en effet, on le disait déjà un petit peu en introduction, donc la politique achat est un élément central dans la stratégie ESG. Donc derrière ESG, on met stratégie impact, stratégie durabilité, stratégie RSE, tous les noms que vous pouvez lui donner dans vos entreprises. Mais c'est aussi un enjeu quand vous parlez purement de décarbonation, puisque sans surprise, en général, je ne prends pas trop de risques en m'avançant à ce niveau-là, mais les achats doivent être globalement le premier poste d'émission de votre bilan carbone sur le scope 3. Et c'est aussi un élément majeur qui est exigé demain par la CSRD. Pour celles et ceux qui sont soumis à la CS3D, le devoir de vigilance, etc., c'est aussi des éléments qui vous sont de plus en plus demandés.
Pareil, si vous répondez à des appels d'offres, des accords cadres avec certaines de la commande publique ou certaines entreprises proches du public, vous êtes aussi de plus en plus attendu sur des éléments d'achat responsable. Vous avez de plus en plus de questionnaires auxquels vous devez répondre, etc. Donc pour ça, pourquoi? Parce que déjà, les achats responsables contribuent à tous ces éléments que je viens d'évoquer là et permettent aussi de sécuriser votre chaîne de valeur et de répondre notamment à certaines obligations de réglementation. Notre point de vue, c'est qu'il convient d'analyser tout l'écosystème, aussi bien ce qu'on appelle donc le vertical, c'est tous les fournisseurs de rang 1, 2, 3, etc. Sachant que la CSRD, par exemple, ou le devoir de vigilance, la CS3D, n'évoque pas spécifiquement de niveau de rang de fournisseurs sur lesquels avoir des éléments de justification. On a aussi une vision très horizontale, c'est qu'il faut associer ces parties prenantes, donc des ONG, des organisations gouvernementales, des acteurs influents et tous ces partenaires en fait dans une vision vraiment d'écosystème. Et il faut, et Paul l'évoquait, aussi intégrer toutes ces catégories d'achat. On y reviendra en détail, mais le point de départ, c'est finalement où on met l'effort, parce qu'on ne va pas demander la même chose à un artisan avec qui on fait 5 000 euros d'achat par an que notre fournisseur IT ou notre fournisseur de transport avec lequel on a des volumes en millions. Donc l'idée, c'est aussi de catégoriser les achats. On va le voir dans le détail juste après, mais on travaille aussi sur une analyse par les risques, de se dire quel est mon risque, quelle catégorie d'achat, typologie famille est le plus risqué par rapport à ma chaîne de valeur, pour les cartographier, prioriser et de se dire qu'on va d'abord structurer une démarche très forte sur le 80-20 finalement. Et pour ça, on travaille avec nos fournisseurs, on y reviendra. L'impact d'une entreprise dépend aussi des pratiques d'achat ou des activités de ses fournisseurs. La notion de scope 3, on est tous le scope 3 de quelqu'un finalement. Et notamment, quand on a une stratégie de décarbonation, les achats sont un des leviers majeurs de décarbonation. Donc, ça veut dire les sous-traitants, ça veut dire les partenaires, les investisseurs, tout au long de la chaîne de valeur et d'approvisionnement quand vous avez des appros. Et enfin, les achats responsables permettent donc de sécuriser la chaîne de valeur, prévenir l'exposition à certains risques de réputation. On peut parler aussi d'image. Il y avait avant l'été une marque de luxe qui s'était fait attaquer parce que des enfants travaillaient sur ces champs de coton. On a des enjeux sur certains secteurs d'activité avec des chaînes de valeur très lointaines où on a des enjeux de travail d'enfants, d'esclavage, de conditions de non-respect des droits de l'homme, droits humains, etc. Donc finalement, comment on arrive à sécuriser au maximum notre chaîne de valeur en amont pour prévenir cette exposition au risque et aussi d'avoir une vision de rendre service, de contribuer à la stratégie globale et notamment le reporting CSRD pour répondre à certains éléments de SRS et data point qui sont attendus sur les achats. Et enfin, de l'autre côté, d'identifier des opportunités avec ses fournisseurs pour contribuer à la stratégie globale. Donc ça veut dire que finalement, la politique achat responsable, elle n'est pas figée dans le temps, elle va évoluer en termes de maturité de vos processus achat responsable, mais aussi la maturité de vos partenaires et fournisseurs, parce que vous allez leur demander en année 1 certains éléments, ils vont faire des choses, peut-être pas tout, peut-être tout. L'année 2, vous allez pouvoir aussi juger l'évolution de leurs engagements, et ça permet aussi d'avoir une autre façon de collaborer avec ces fournisseurs et d'identifier des axes de progrès qui sont des co-bénéfices finalement pour vous comme pour eux. Et les fournisseurs, nous on le voit dans nos missions, ils sont souvent en demande pour s'améliorer. On a des clients qui nous disent qu'ils n'ont pas forcément envie de parler à leurs fournisseurs parce qu'ils n'osent pas trop sur le sujet des achats, c'est compliqué, etc., etc. Mais finalement, derrière, ils sont contents parce que ça leur permet, eux, de s'améliorer aussi. Ça permet aussi de mieux répondre à nous, nos attentes en tant qu'acheteurs et en tant que clients. Et ça leur permet derrière, eux, d'aller pouvoir chercher d'autres marchés parce que ce qu'ils font bien avec nous, ils vont pouvoir le valoriser auprès d'autres partenaires et potentiels clients. Et enfin, donc la politique achat, je l'ai déjà un petit peu dit, mais contribue énormément à la stratégie de durabilité au sens très large, en termes de résilience, en termes d'impact, en termes de relations de durabilité, de répartition du risque d'approvisionnement. On va le voir aussi, l'éco-conception, le reporting, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Alors, on avait 2-3 personnes qui avaient du mal avec le son. J'espère que ça va pour vous.
Et si vous avez des questions, vous avez l'onglet questions pour nous poser des questions en direct. Si on avance. On va parler du coup de l'embarquement des fournisseurs et je vais laisser Maxime faire cette partie. Je vous pose juste la question suivante que je vais faire apparaître. Merci de vos réponses déjà concernant la politique achat responsable. On a 61% d'entre vous qui ont déjà défini leur politique achat responsable. Donc on va voir si parmi ces 61%, donc est-ce que vous avez bien embarqué vos fournisseurs dans la démarche. Alors ça répond, on est à 50-50 à peu près. Enfin, c'est plutôt non maintenant. Plutôt non. Donc on a 50... Ah, ça revient à égalité, ouais, il suffit de le dire. C'est égalité, donc. Globalement, on a à peu près l'ensemble des personnes connectées à Display, mais globalement, c'est assez équilibré. On va y revenir et je te laisse peut-être expliquer, si tu veux, les résultats. Alors, du coup, là, on voit qu'on est à peu près à 50% de personnes qui ont embarqué leurs fournisseurs. Et pour autant, pour nous, c'est vraiment un facteur clé d'une politique achat responsable. Comme le disait Maxime, on a tendance à avoir peur de parler de ces sujets avec ses fournisseurs. Pour autant, nous, le retour d'expérience qu'on a dans nos missions, c'est que les fournisseurs sont beaucoup plus moteurs que ce que l'on pense pour travailler sur ces sujets-là. Et ça permet quatre principaux bénéfices, donc notamment une meilleure maîtrise de sa chaîne d'approvisionnement. On connaîtra mieux ses fournisseurs de rang 1, de rang 2 et de rang 3. On sait qu'aujourd'hui, c'est quand même assez rare des entreprises qui connaissent bien toute leur chaîne d'approvisionnement et ça permettra de monter en compétence là-dessus. Mieux connaître ses fournisseurs et mieux échanger avec eux, ça permettra notamment de réduire des risques de rupture, de non-conformité ou de certains impacts négatifs. Ensuite, le fait de mieux comprendre sa chaîne de valeur peut permettre de mieux comprendre son scope 3. Maxime le disait, le scope 3, c'est souvent la majorité de l'empreinte carbone d'une entreprise. Et pour réussir à le diminuer, il faut déjà le comprendre ses fournisseurs et ses principaux impacts pour pouvoir travailler avec eux. Ensuite, ça permettra aussi de renforcer la relation de confiance, avec notamment plus de transparence, plus de communication. Si on a des points réguliers avec nos fournisseurs pour parler innovation, durabilité, ça permettra d'être plus transparent, même sur les autres sujets quand on va les aborder avec eux. Et ensuite, le dernier point, c'est de co-créer des solutions durables. Ça, c'est ce qu'on espère tous quand on met en place des relations approfondies sur les achats responsables avec ses fournisseurs, c'est de réussir à cranter avec eux certains sujets. Et du coup, ça ouvre des nouvelles possibilités d'innovation avec ses fournisseurs. Et ça va permettre pour nous de bénéficier de ces solutions d'innovation, mais pour les fournisseurs aussi de profiter de nouveaux marchés et de proposer ces nouvelles offres potentiellement à d'autres clients. Peut-être une ou deux illustrations, même si on y reviendra un peu plus tard, mais vous avez des sujets on avait eu la discussion, nous, de goodies. Aujourd'hui, c'est un sujet de goodies, etc. Certains de vos fournisseurs seront ravis de travailler sur des projets d'éco-conception, de recyclabilité de leurs produits goodies, de nouveaux matériaux, etc. Parce que derrière, comme le disait Paul, en fait, ça va leur permettre, eux, de pouvoir le valoriser aussi dans leur propre stratégie de durabilité. Et en même temps, ils vont pouvoir aussi le valoriser auprès de certains prospects ou certains clients historiques. Et globalement, tout le monde avance dans le bon sens. Bon, les autres éléments, on les a déjà évoqués, donc je ne reviens pas forcément dessus, mais voilà, il y a quand même un vrai enjeu d'animation des fournisseurs. Nous, on a tendance à partir de la catégorisation en grande famille d'achat, de faire une sorte de comité fournisseurs, des top 10, top 15 fournisseurs qu'on va les rencontrer, à qui on va administrer des questionnaires pour être sûr que finalement, ce qu'on imagine en tant que critère dans la politique achat et tout le processus leur va bien et globalement, ils sont tout à fait demandeurs. Sur pourquoi finalement il faut embarquer ces équipes. Et donc, avant ça, on a une question. Que je viens de poser. Donc, la question, c'est avez-vous formé vos équipes aux achats responsables? Vous avez pu former soit que vos acheteurs, soit que vos prescripteurs d'achat. Donc, globalement, c'est les référents métiers.
soit les deux, ou sinon peut-être aucun des deux. Donc on voit que ce sont principalement les acheteurs qui ont été formés. Ensuite, il y a une personne qui a formé à la fois les acheteurs et les prescripteurs d'achat. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Nous, on a des sollicitations de personnes qui nous sollicitent pour organiser des formations achats responsables. Et en fait, quand on leur pose la question, est-ce que vous avez une politique achat responsable? La réponse est non. Est-ce que vous voulez former les acheteurs, les prescripteurs métiers? En général, c'est les acheteurs. Et donc, on leur demande, mais donc, vous voulez les former sur quoi? Sur les grands concepts d'achat responsable. Mais derrière, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas la politique et la stratégie qui va avec. Et donc, finalement, votre formation ne va pas servir à grand-chose. Puisque, pourquoi c'est important? C'est que finalement, on voit que attendez, parce que j'ai toujours la question à mon écran, voilà. On voit que derrière, nous, on pousse énormément de travailler avec les métiers et globalement une gouvernance assez large. Hein. L'idéal, c'est d'avoir la finance, les achats, le juridique aussi, parce qu'il faut travailler sur les clauses contractuelles et l'impact juridique, en fait, de notre stratégie RSE et achat responsable, mais aussi les équipes RSE et certaines équipes métiers, puisque finalement, vous pouvez former des acheteurs, mais si vous les formez sans avoir une politique derrière et des outils, ça va pas forcément bien prendre. Et c'est aussi un alignement sur toute la chaîne de valeur d'achat. C'est que pour pas que l'acheteur soit seulement un poil à gratter vis-à-vis des métiers, il faut aussi que les métiers soient formés, qu'ils aient des outils, qu'ils comprennent les enjeux, pour qu'ils puissent soumettre des besoins d'achat aux acheteurs et qu'ensemble, ils puissent parler à un langage commun et ensuite avoir donc des propositions et des cahiers des charges qui sont cohérents. On a parfois, nous, des discussions où métiers et acheteurs n'ont pas du tout la même vision, ils ont du mal à se parler, et donc finalement, la politique achat responsable, elle tient pas beaucoup. Donc voilà, il faut garantir en tout cas une meilleure connaissance des réalités métiers. Donc nous, dans nos missions, on travaille beaucoup avec les achats, mais derrière, on sollicite aussi les prescripteurs métiers, parce que derrière, c'est eux qui ont une réalité opérationnelle et une connaissance des réalités et des besoins opérationnels. Quand parfois ils nous disent ah non mais je vais pas mettre ces critères parce que sur mes marchés j'ai déjà 2-3 candidats maximum, si je fais ça j'en aurai plus un seul. Ah, très bien, ensemble on se pose et on trouve des réponses pour que derrière ils puissent continuer quand même à opérer. Et il faut donc cette connaissance métier et trouver des solutions qui soient à la fois techniquement viables et alignées avec les objectifs de durabilité au travers de cette politique achat. Et enfin, ça permet, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, de faciliter l'adhésion et l'appropriation des outils et des processus développés, puisque l'implication des métiers dans le processus favorise cette appropriation, acceptation des nouvelles pratiques. En gros, ils comprennent l'enjeu et pourquoi les achats sont autant poil à gratter. Ils parlent la même langue. Et ça permet aussi, en engageant les métiers en amont, de pouvoir vraiment travailler plus efficacement avec les acheteurs et sur des solutions. Ça réduit les freins et ça accélère aussi la mise en œuvre des différentes initiatives. C'est un vrai enjeu d'alignement des parties prenantes en interne pour que les métiers, l'opérationnel, les acheteurs et la RSE, la finance parlent la même langue. Et finalement, la fonction achat, elle est au service des métiers et on doit les accompagner aussi quand on est acheteur. Et donc, pour ça, il faut leur mettre en main les bons outils et les bonnes connaissances. Donc, notre préconisation à ce stade, c'est vraiment commencer par une stratégie achat responsable avant d'imaginer former des gens et les former sur des outils très concrets du quotidien pour faire vraiment évoluer les pratiques et avoir un impact très concret sur l'organisation. N'hésitez pas si vous avez une question. On n'en a pas eu encore. Sinon, nous, on va continuer. On va avoir une autre question pour vous. Pour l'instant, c'est plus nous qui avons des questions. Voilà, on a vu certains facteurs clés de succès. Un autre que l'on va reprendre et que l'on présentera par la suite, c'est vraiment le fait de s'appuyer sur des normes et labels qui sont reconnus. Et donc, Maxime présentera rapidement cela, mais maintenant, je publie la prochaine question pour savoir si vous êtes appuyé sur la norme ISO 20400-2017. Là, on peut voir, vous avez été très rapide à répondre. En majorité, vous ne vous êtes pas appuyé sur cette norme. Et on verra que c'est un point qui est assez important pour garantir vraiment la solidité
d'une politique achat responsable. Oui. Et pour celles et ceux qui ont parlé achat responsable avec moi, je suis un peu chiant avec les normes, mais en fait, l'idée de la norme ISO 28400, c'est que ça donne le cadre des meilleures pratiques en matière d'achat responsable sur des grands piliers de stratégie, vision, intégration dans les processus achats, d'implication des parties prenantes, outils, indicateurs, qui permettent vraiment de donner un cadre et de voir finalement par rapport à l'attendu de la norme, donc la meilleure pratique possible, comment nous, on se donne, on se situe par rapport à notre niveau de maturité. Donc, la norme ISO permet finalement ceci, pardon, puisque ça va questionner derrière finalement quelle est l'organisation qu'on a mis en place dans notre entreprise, comment on a identifié les priorités en matière de durabilité pour faire le lien avec les achats responsables. La stratégie RSE, comme on le disait tout à l'heure, les achats responsables sont en contribution. Donc, si on a, alors je vais prendre un exemple un peu idiot, mais on a une stratégie RSE où les émissions de CO2 sont l'enjeu majeur, et que dans nos critères ESG achat responsable, on n'a aucune question sur les émissions de CO2 et comment les fournisseurs réduisent ou en tout cas contribuent à réduire les émissions de CO2, en fait, notre stratégie achat, elle passe à côté de l'enjeu majeur. Donc, il faut vraiment avoir un lien entre la stratégie globale et la vision, l'intégrer dans les processus achats, donc ça veut dire derrière avoir des critères, des outils, sélectionner ses fournisseurs, les accompagner aussi dans leur gestion et leur montée en maturité, les impliquer et plus largement d'autres parties prenantes, on parlait des prescripteurs métiers, autant que les fournisseurs, pour voilà, qu'on ait un alignement entre les capacités à faire de nos fournisseurs par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, si on estime que ça peut être un risque sur nos appels d'offres, mais aussi côté métier, la faisabilité et l'atterrissage sur un résultat technique qui répond à leurs besoins opérationnels et leurs exigences métiers. Et derrière, quels sont les outils, les indicateurs? Donc, nous, on utilise la norme comme outil et comme référentiel, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on travaille sur un diagnostic de maturité qui reprend toutes les questions de la norme, on tire le fil et l'écart devient finalement la feuille de route et on va travailler à partir de ça. Et ensuite, les indicateurs sont aussi très propres à la stratégie et la vision. L'ambition des indicateurs, les critères qu'on va demander sont liés aux grands enjeux de durabilité de l'entreprise, même s'il y en a de génériques qu'on retrouve à peu près partout. Mais voilà, l'objectif, c'est quand même d'avoir un ensemble homogène. Et en face de ça, on a un label, alors RFAR, mais Relations fournisseurs et achats responsables, qui est d'abord une charte et ensuite peut devenir un élément de labellisation qui est calé sur la norme ISO 20400, hein, comme tous les référentiels RSE, Bicorp, EcoVadis, etc. sont calés sur la norme ISO 26000 pour la RSE. Là, c'est la même chose. Et derrière, les critères d'évaluation du label, c'est la qualité des relations fournisseurs, l'intégration des principes RSE dans les appels d'offres, etc., et l'accompagnement des fournisseurs, et la performance globale, donc quels sont les outils, les indicateurs qu'on suit dans le temps pour justifier que l'on a un impact. Alors, je vois qu'on a une question d'Alix. Il est question d'entraîner les entreprises dans une démarche de co-construction lors du sourcing. Alors ça, c'est intéressant. Nous, on aimerait bien pouvoir faire ça, mais c'est... Alors, attendez, je peux l'afficher normalement là. Oui. Normalement, vous voyez la réponse, enfin en tout cas la question, et vous allez entendre la réponse. Mais c'est intéressant et important, je pense, d'entraîner les entreprises dans une démarche de co-construction dès le sourcing. Parce qu'en fait, c'est là où sinon la relation fournisseur, elle est plus dans la sanction et dans la validation à un moment qu'on a atteint le résultat escompté, etc. Alors que dès le sourcing, on a dans certains appels d'offres des critères qui disent que si c'est pas évident et quels sont sur certains éléments, on peut tout à fait en discuter et ça permet d'avoir, enfin que tout le monde gagne du temps en fait, et d'avoir le résultat qu'on espérait. Alors c'est bien, il y a plein de questions en même temps. Une autre question, existe-t-il un ou des référentiels adaptés aux petites structures, environ 20 personnes, où il n'y a pas d'équipe acheteur? Ce qu'on peut recommander, nous, c'est d'utiliser la norme comme
référentiel adapté, c'est-à-dire que la norme, elle est achetable, téléchargeable sur le site ISO. Et derrière, vous pouvez finalement vous la retranscrire dans un fichier Excel, par exemple, et avoir des idées de critères. On vous mettra à disposition, à l'issue de ce webinaire, un outil qu'on a créé avec Paul, qui est calé sur la norme et qui permet de faire un autodiagnostic assez rapide et qui convient à n'importe quel type de structure. Et donc, voilà, vous pourrez tout à fait l'utiliser, il n'y a pas de problème. Dans la manière dont sont formulés les points de la norme, en fait, certains points peuvent être non applicables pour certaines structures si vous n'avez pas d'équipe d'acheteurs à proprement parler. Donc, il y a certains points sur lesquels vous n'allez pas vous comparer à la norme, mais pour autant, les grandes lignes restent applicables et la majorité des thèmes restent les mêmes en fait pour des plus petites ou plus grandes entreprises. C'est juste de manière plutôt logique, des entreprises de plus petite taille vont avoir plus de mal à monter en maturité sur certains sujets. Dans la norme, on parle par exemple de numérisation des processus achats avec des outils spécifiques. Évidemment, une plus petite entreprise ne pourra pas être aussi mature qu'une très grosse entreprise sur ces sujets. Et c'est pour ça, on reviendra dessus dans la partie formation. C'est important d'adapter tous ces éléments à votre contexte vraiment précis de votre structure. J'ai vu pendant qu'on répondait à cette question que des questions avaient été posées dans le chat, alors désolé, je ne les avais pas vues. Pouvez-vous donner des exemples de formations techniques et opérationnelles pouvant permettre aux acheteurs d'intégrer les critères RSE dans le processus achat? Alors, pour moi, c'est des formations sur mesure, parce que là, on est vraiment dans l'opérationnalisation et dans le détail. Donc, on sort des parcours de formation générique dont je parlais un petit peu plus tôt, où vous avez des formations génériques qui nous expliquent c'est quoi la norme ISO 20400, c'est quoi les achats responsables, c'est quoi les critères génériques à se poser. Mais derrière, la formation technique et opérationnelle, pour nous, elle intervient une fois que la stratégie achat responsable, elle a été déployée, mise en place, qu'on a travaillé ensemble sur des critères ESG à intégrer dans les appels d'offres. Et en fait, on va former les acheteurs et les métiers sur l'utilisation de l'outil. On va y revenir un petit peu plus tard avec Paul. C'est vraiment, en gros, concrètement, on a mis en place un fichier Excel où chaque onglet, c'est une catégorie d'achat. On a des questions qui s'appellent tronc commun et des questions spécifiques pour chaque famille d'achat. On explique aux acheteurs, quand vous passez un appel d'offres et vous avez des réponses, voilà les indicateurs clés à aller chercher, les informations, l'interprétation. Et pareil sur les acheteurs, demain, quand vous exprimez un besoin, les métiers, pardon, vous exprimez un besoin, voilà les critères sur lesquels vous allez être attendu. Donc, c'est plus de la prise en main plus que de la formation générique. Et enfin, autre question de Laurent, mais on y a répondu par ailleurs. C'est quand même assez franco-français, de ce que j'en sais. Par contre, la norme ISO est une norme internationale. Donc, finalement, intellectuellement, c'est juste que le label est plutôt franco-français. Mais c'est comme sur la RSE globale, vous avez EcoVadis qui est quand même très international, Bicorp très international, Label Lucie qui est un petit peu plus franco-français. Mais ça dépend aussi de votre chaîne de valeur. Si vous, selon à qui vous voulez, devant qui vous voulez valoriser ou justifier de votre engagement sur les achats responsables, ça peut suffire. Si vos clients, vos partenaires sont plutôt en France, pourquoi pas. Ça fait partie des questionnements à avoir, en tout cas, en début. Et enfin, une autre question, et après, on enchaîne. Quels sont les points de vigilance concernant la transparence de cette démarche? Alors, je pense qu'on fait référence à la co-construction lors du sourcing, j'imagine, dont on parlait tout à l'heure. Moi, je pense que les points de vigilance, c'est selon si vous êtes soumis à la commande publique, etc., voir juridiquement dans quel cadre vous vous situez. Et donc, on revient à ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Nous, on recommande d'intégrer le juridique très vite dans le processus achat responsable. Nous, dans nos missions, c'est finance, achat, RSE, juridique, pour être sûr que ce qu'on fait, ce qu'on imagine mettre en place en amont, parce que même parler avec ses fournisseurs, certains cadres de référence, la commande publique, etc., ça peut être compliqué parce qu'on peut avoir des référencements à droite à gauche, etc. Donc, il faut être sûr de sécuriser ça. Et donc, le point de vigilance, c'est en tout cas l'aspect vraiment purement juridique de la chose. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais...
Euh, Je pense qu'on peut avancer sur la oui, suite qui répondra oui. à certaines questions. On a vu quelques convictions sur les bonnes pratiques à mettre en place pour une démarche achat responsable. Et là, l'idée, c'est de rentrer un peu plus dans le concret avec des principes, des outils, des indicateurs pour vraiment la mise en place d'une politique achat responsable. Notre vision de cette démarche, c'est une vision en 4 temps. En premier, on va faire un état des lieux des pratiques. Et l'objectif de cet état des lieux, c'est vraiment de s'appuyer sur la norme ISO pour identifier où se situe l'entreprise face à la fois à la norme et aux réglementations. Euh, L'idée, c'est de faire dans un premier temps une évaluation de la réglementation actuelle, mais aussi d'identifier les potentielles réglementations à venir qui pourraient avoir un impact sur votre conformité. Le deuxième point, c'est de définir une stratégie. Et là, c'est une stratégie, on va revenir dessus, il y a vraiment un intérêt à la co-construire. On le disait, à la fois aux parties prenantes internes et externes avec vos fournisseurs, vos partenaires. Et cette stratégie, donc, elle va se faire à un niveau global, puis elle va être déclinée au niveau de chaque catégorie d'achat avec des critères spécifiques et une feuille de route pour chacune des catégories d'achat. Ensuite, cette stratégie, elle va devoir opérationnellement s'intégrer dans un outil qui va être à donner aux acheteurs et aux prescripteurs d'achat, qui va en fait leur permettre de mettre en œuvre la feuille de route qui aura été définie. Et il y a un vrai enjeu de s'assurer de la bonne appropriation de cet outil. Le dernier point, c'est le déploiement, qui va consister à mettre en œuvre opérationnellement la stratégie dans les processus achats. Ce qui est important maintenant, c'est dans les processus achats, il faut réussir à s'intégrer aux processus existants, potentiellement les faire évoluer, mais il faut que ce soit un pan qui fasse pleinement partie du processus achat. Et l'autre point, c'est la formation des équipes. On a vu quelques questions dans le chat à ce sujet et nous, on a un parti pris de former plutôt assez tard. Comme vous voyez, ça arrive à la fin de la démarche. On peut faire une sensibilisation au début d'une démarche pour être sûr d'acculturer l'ensemble des équipes aux achats responsables. Et ça peut être une sensibilisation un peu sur le même format que ce que l'on fait aujourd'hui, un webinaire où on va présenter les grands principes. Cependant, la vraie formation, elle doit arriver une fois que le cadre est défini et que l'ambition est vraiment partagée et validée. C'est seulement là où on pourra définir une formation adaptée aux réalités de l'entreprise. On a une petite question qui fait référence à la partie d'avant, mais je la traite tout de suite pour que ce soit fait. La question est moins de 100 signataires de la charte RFAR. Y a-t-il vraiment un intérêt? Alors, dans ce qu'on disait avant, on ne poussait pas forcément. C'était plus une présentation du cadre existant. Nous, je pense que notre parti pris est plutôt de se concentrer sur votre chaîne de valeur, vos grands enjeux, l'ISO 20400. Et parfois, la charte, le label peut rassurer certaines parties prenantes. Donc derrière l'intérêt, en fait, c'est à vous d'estimer s'il y a un intérêt ou pas, selon à qui vous avez l'habitude de parler, selon les discussions que vous pouvez avoir avec vos parties prenantes. Mais ça permet de valider, d'engager et d'obliger aussi votre organisation à mettre en place des choses, parce que si vous avez en cible, donc là on parle de la charte, mais il y a le label derrière. Si vous avez en cible une labellisation, forcément vous allez devoir justifier, être dans la preuve et donc mettre en place des choses. Et donc si vous êtes dans cette démarche d'avoir des moyens, du temps, des ressources, peut-être que ça peut vous aider à faire avancer votre agenda et être beaucoup plus audible vis-à-vis de certaines parties prenantes, la direction, etc. Donc voilà. Après, l'intérêt est à vous de l'estimer, mais je pense que certaines, enfin au moins 100 entreprises, y ont trouvé peut-être un intérêt. Et je laisse Paul enchaîner sur le reste. Oui, si on regarde rapidement les principaux outils pour chacune des parties, en premier, l'idée c'est vraiment de faire un état des lieux rapide d'où en est l'entreprise et quelle est sa maturité. En premier, sur la partie gauche, on a la maturité, la conformité réglementaire. Et là, l'idée c'est de reprendre l'ensemble des réglementations applicables à l'entreprise et de regarder si on est conforme ou non conforme, ou si on est en cours d'un projet qui peut permettre la conformité sur un sujet spécifique. Le point suivant, qui va être plutôt
voilà, destiné à un diagnostic de la maturité achat responsable. Vous voyez sur la droite, c'est l'outil que l'on va vous faire parvenir après cette session. Vous l'aurez par mail. C'est un outil qui reprend le cadre de la norme ISO et avec un ensemble de questions, vous pouvez identifier si vous êtes plutôt mature ou plutôt voilà, au début de votre stratégie achat responsable. Et en fait, on a différentes catégories qui permettent de voir sur quelle thématique est-ce que vous devez principalement mettre des actions en place pour avoir un niveau de maturité suffisant sur les achats responsables. Une fois que le diagnostic a été fait, on va pouvoir passer à l'étape de définition de la stratégie. Pour définir la stratégie, dans un tout premier temps, il est important de définir ces catégories d'achat, définir les grandes catégories, et ensuite d'identifier les catégories sur lesquelles on va mettre le plus de poids. Il y a deux principaux critères que l'on peut utiliser de manière assez facile. C'est dans un premier temps les volumes d'achat réalisés par catégorie. Dans un deuxième temps, l'impact carbone de la catégorie. C'est pas le seul indicateur, l'impact carbone, mais c'est souvent un indicateur que l'on a et qui peut être parlant sur une catégorie qu'il faudra prioriser par rapport à une autre. On voit souvent que, en fait, quelques catégories font la majorité des volumes d'achat et donc c'est vrai que c'est important de mettre en place des actions sur les catégories qui vont faire votre 80% de vos achats. Une fois que vos catégories d'achat sont claires, il va falloir définir les grands enjeux notamment de vos impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et ils peuvent être déjà existants de votre stratégie RSE. Et en fait, soit les définir, soit les reprendre. Et le fait d'avoir ces grands enjeux va permettre derrière d'identifier les grands axes qui devront être déclinés par famille d'achat. On a des catégories d'achat qui ont été définies, et ensuite, pour chacune des catégories, il va falloir définir des critères à respecter, des choses qui seront demandées opérationnellement à vos fournisseurs, qui devront être intégrées dans vos cahiers des charges. Et derrière, ces fiches d'enjeux pourront permettre la construction d'une notation de vos fournisseurs selon l'ensemble des enjeux qui auront été identifiés pour la famille d'achat. Ça, c'est la définition de la stratégie qui va permettre à la fin de rédiger une politique achat responsable. On l'a pas mis, mais c'est assez classique. Je pense que vous en avez déjà tous vu. C'est des politiques plutôt générales de principe, des grandes orientations de la politique de l'entreprise. Une fois que la définition de la stratégie est posée, il y a la mise en œuvre et ça passe en grande partie via un outil de suivi. Cet outil de suivi, il va reprendre ce que l'on voyait dans la partie précédente, les fiches par catégorie d'achat. En fait, pour chaque catégorie d'achat, on va avoir un ensemble de critères et ces critères vont être répertoriés. Souvent, c'est dans un outil Excel ou un outil qui vous sert pour faire vos achats si vous en avez un. Et en fait, il va permettre, pour chaque appel d'offres que vous faites, d'identifier si vos fournisseurs sont plutôt matures ou plutôt peu matures sur les sujets qui sont demandés pour la catégorie d'achat. Ce qui est important ici, c'est de définir que cette grille, elle doit être adaptée pour chaque appel d'offres selon les exigences en fait du sujet en question. On va avoir une grille qui va être plutôt générique au début et qui devrait être adaptée en fait en fonction de chaque sujet d'achat concerné. Et ensuite, cette grille pourra permettre de donner une orientation et pourra potentiellement être aussi discriminante. On peut dire que pour un appel d'offres donné, un fournisseur qui a moins de, je dis un chiffre au hasard, de 40 sur 100, eh bien, il ne pourra pas être sélectionné parce qu'il ne respecte pas les exigences de l'entreprise en termes d'achat responsable. Cet outil, ce qui est très important, c'est de s'assurer de la collaboration entre les équipes RSE et les équipes achats pour le faire vivre. Les équipes RSE ici vont vraiment avoir un rôle d'ambassadeur et devoir expliciter certains critères qui, pour eux, peuvent paraître assez simples parce que ça peut être leur quotidien, notamment, par exemple, quand on parle d'empreinte carbone, d'empreinte biodiversité, c'est vraiment aux équipes RSE de s'assurer que les équipes achats comprennent bien les enjeux et de s'assurer d'évangéliser certains éléments auprès de toutes les équipes. Et du coup, il va vraiment falloir faire vivre
ces outils pour être sûr que les bonnes questions soient posées à chaque appel d'offres. Le dernier point, c'est donc le déploiement. Une fois que ces outils existent, il va falloir s'assurer de les faire vivre. Il y a deux volets principaux au déploiement. Le premier, ça va être la montée en compétence des équipes, à la fois sur les outils, mais aussi sur la politique globale, les grandes orientations de la politique. Donc pour ça, il faut vraiment s'assurer d'avoir un sponsorship au bon niveau pour être sûr que les enjeux et les orientations qui ont été définies soient portées et partagées par tous. Et ensuite, les outils permettent uniquement d'appliquer dans le quotidien les grandes orientations qui ont été définies. Le deuxième point pour le déploiement de la stratégie, c'est vraiment la mise en œuvre des processus et donc de la comitologie qui permet de faire vivre ces processus. Il faut définir au sein des processus achats des seuils, des paliers qui permettent de déclencher ou non certains audits RSE. Et pour ces audits RSE, ça va être tout simplement de regarder par rapport aux grilles que l'on a partagées avant, comment se situent les fournisseurs. Ça ne sert à rien de le faire sur des petits appels d'offres à moins de X euros, ça dépendra de votre réalité. Et ça demande du temps, ça demande du travail. Et donc, l'idée, c'est dans un premier temps de se concentrer sur les appels d'offres qui ont soit les plus gros volumes, soit les plus grosses émissions de CO2 ou les plus gros impacts. Ça va dépendre vraiment de vos principaux enjeux et du coup, à ce moment-là, des catégories prioritaires. On a une question dans le chat. Alors, tout à l'heure, il y avait une question sur les outils nécessaires à la mise en œuvre de la politique. J'ai répondu à l'écrit. Je pense que les réponses ont été apportées par Paul, mais n'hésitez pas à nous dire si c'est pas assez clair. On a une nouvelle question que je nous affiche pour tout le monde. Comment gérer les outils et indicateurs sur le panel de fournisseurs existants? En effet, pas toujours facile de changer de fournisseur, d'autant plus pour des questions de durabilité. Donc, on revient à des éléments qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, en travaillant avec ces fournisseurs en amont, en leur expliquant le processus d'achat responsable, tout ce qu'on a envie de mettre en place, derrière, on travaille en collaboration, donc on va leur expliquer que très bien, on va les attendre demain ou après-demain sur tel et tel critère de durabilité. À un moment donné, s'ils refusent catégoriquement de faire un pas vers nous, c'est possible de pouvoir un peu, voir les sortir en fait de notre panel fournisseur. Et après, il y a aussi un enjeu de nouveaux fournisseurs et d'absorption du stock de fournisseurs existants historiques. Dans la politique achat, on peut aussi imaginer avoir des sujets stratégiques sur lesquels on se dit, ok, en fait, il y a 2 fournisseurs dans le monde. Je ne fais rien parce que je ne veux pas me mettre en risque sur ma matière première très complexe. Voilà. Donc tout est vraiment sujet à contexte en fait au sein de votre organisation. Mais en tout cas, il y a un vrai enjeu de mise à disposition de vous-même auprès de certains fournisseurs pour les accompagner aussi, en leur expliquant derrière que en fait ce que tu fais pour moi, tu vas aussi le faire pour toi demain pour aller chercher d'autres marchés, d'autres clients, etc. Et d'avoir vraiment une relation durable au sens dans tous les sens du terme pour vraiment avancer avec la notion de co-bénéfice qui est assez intéressante, de se dire que vous y gagnez dans votre stratégie, mais lui aussi aura à y gagner demain. Et donc, ça permet en général de faire bouger les choses. Et surtout, si vous êtes un gros client, il va se dire que il a peut-être envie de jouer le jeu parce que derrière, il n'a pas envie de perdre un client historique que vous pouvez être. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pour illustrer la mise en œuvre opérationnelle du déploiement d'une politique achat responsable, en fait, on va avoir de nombreuses portes qui vont pouvoir s'ouvrir. Et une mission qu'on a menée auprès d'un acteur du luxe, c'est la catégorisation de sa chaîne de valeur pour identifier certains risques et opportunités. Et ensuite, l'appui à l'adaptation des cahiers des charges pour mettre en œuvre les orientations qui ont été définies dans la politique. Et en fait, c'est une mission à part entière parce que dans ce cas précisément, l'adaptation des cahiers des charges est très complexe parce que c'est un travail avec une chaîne de valeur très compliquée. Donc, c'est pour ça que le fait d'embarquer ces fournisseurs et de s'assurer de travailler avec eux, ça doit être initié au moment de la création de la politique achat responsable, mais c'est un travail qui va vraiment se faire dans la durée et qui selon les chaînes de valeur, peut être plus ou moins compliqué, mais voilà, il faut s'attendre à
potentiellement devoir collaborer avec eux pendant un temps assez long. On a une dernière question à vous poser sur un facteur clé de succès sur lequel on va revenir, c'est l'implication des départements finance, achat et RSE au sein des processus. Il est vraiment important que les trois directions, ces trois principales à minima, se parlent et échangent régulièrement, notamment la direction des achats qui va avoir pleinement connaissance des projets d'achat, des futurs gros achats qui vont être menés et qui va pouvoir impliquer le département RSE assez en amont pour définir les critères RSE à impliquer, à intégrer dans les appels d'offres qui vont être effectués. La direction RSE pourra avoir du mal à s'impliquer dans les processus achats si elle n'est pas au courant des principaux achats qui vont être menés. Et donc, il est vraiment très important qu'ils collaborent de manière très régulière sur ces sujets. C'est pour ça qu'on préconise de les impliquer dès le début de la définition de la politique, parce que le travail devra être mené conjointement tout au long de la vie des processus achats responsables. Donc là, globalement, on a quand même plus de noms pour 2/3 de noms, donc pas de gouvernance dédiée intégrant au moins finance, achat et RSE. D'autres directions, en fonction des contextes, sont intéressantes selon votre chaîne de valeur, mais donc tout ça est lié vraiment au travail initial en amont, vraiment de la structuration de la stratégie. Alors, n'hésitez pas encore à poser vos questions. J'insiste encore. Il nous reste moins de 10 minutes. On a quelques derniers éléments à partager sur des facteurs clés de succès. Donc, Paul en rappelait en avance de phase un essentiel dont on a déjà parlé. Nous, on recommande en tout cas de commencer par la réalisation d'une cartographie des fournisseurs et des familles d'achat. Donc, on l'a déjà expliqué. Ça permet de bien être au clair sur les risques, les opportunités, les grands enjeux et d'avoir des critères de sélection qui soient assez intelligents, cohérents par rapport à vos réalités et votre chaîne de valeur. Parfois, on se rend compte qu'on a 75% du volume d'achat qui concerne 2 catégories d'achats et donc on se dit qu'on va essentiellement travailler sur ça et après le reste est moins sujet à risque. D'avoir une approche en co-construction avec les principaux fournisseurs, donc on l'évoquait tout à l'heure, le top 10, top 20, sur les achats à fort enjeu pour vraiment être au clair sur l'existant, identifier les axes de travail et travailler vraiment main dans la main avec nos fournisseurs. La co-construction encore, cette fois pour les outils, le processus, les indicateurs qui seront à déployer et sur lesquels à la fois les métiers, les acheteurs, la finance, toutes les parties prenantes de nos processus existants sont assez à l'aise pour les approprier, les développer. L'anticipation de la phase de déploiement, d'acculturation et de la formation des prescripteurs métiers et des équipes achats, comme on l'a déjà dit, mais vraiment sur des nouveaux usages, des nouveaux outils. Et si vous avez un budget formation ou un petit peu de temps de formation avec des calendriers de formation en entreprise qui sont très très lourds déjà, nous, on vous recommande de ne pas forcément faire une formation très générique alors qu'il n'y a pas forcément derrière d'outils ou de stratégies. Faites des formations pragmatiques, concrètes, efficaces, qui ont un vrai impact sur les processus et sur les achats responsables. Et enfin, une collaboration et un dialogue renforcé sur ce qu'on disait juste avant, entre les achats, la RSE, la finance, le juridique, etc. etc. Avant de passer à la suite et fin, on a 2 questions. Alors, je les affiche. Ah, c'est toi. Répondu non, car pas de direction RSE. Quels sont vos conseils dans ce cas? Alors, ça, c'est encore une fois très sujet à contexte, mais la RSE est forcément portée quelque part par quelqu'un qui a un rôle de référent, si vous n'avez pas forcément les ressources dédiées. Mais en tout cas, on a parfois des directions RSE qui sont portées par un directeur supply chain, par exemple, parce qu'on a estimé que le sujet supply était majeur. Parfois, c'est hébergé côté DRH. Donc, c'est-à-dire qu'il faut peut-être se poser la question d'intégrer cette personne qui sera responsable finalement de la partie durabilité des achats.
j'espère que j'ai répondu à votre question. Et on avait une autre question qui était: avez-vous des recommandations, format, contenu, équipe responsable de l'audit en interne pour les audits RSE des fournisseurs n'ayant pas une note suffisante suivant la grille d'achat responsable construite? Alors, c'est une bonne question, ça dépend encore une fois de votre chaîne de valeur, mais on a eu des discussions avec des acteurs du textile, par exemple, et il y a des labels type Fairly qui s'engagent à réaliser des audits pour le compte de leurs clients, toutes marques confondues, sur des enjeux sociaux, sociétaux, dans des usines en Asie du Sud-Est, par exemple. Donc, vous pouvez avoir des relais d'audit RSE pour certains fournisseurs. Et donc, en tant que marque de textile, si c'est votre cas, et en tout cas dans mon exemple, vous avez juste finalement à réaliser 2-3 audits en direct en plus pour compléter la démarche, mais en tout cas, vous avez une certaine garantie d'auditabilité de X fournisseurs par un partenaire Fairly typiquement. Vous avez d'autres secteurs, d'autres chaînes de valeur qui ont aussi ces concepts-là. Et après, ça peut être aussi intéressant de travailler avec des partenaires et parfois même concurrents qui peuvent être intéressés aussi par des audits conjoints. Vous pouvez pas passer par des filières professionnelles qui ont aussi un intérêt à justifier des engagements de toutes leurs filières, etc., etc. Il y a plein de formats et de possibilités. Et je regarde si on n'a pas de dernières questions. Et donc, il nous reste 2 petites minutes. On avait un dernier sujet pour vous. Donc là, cette fois, on a besoin de vous et c'est à vous de jouer. Avec Paul, on avait fait un benchmark achat responsable en 2024. Donc, c'était les chiffres qu'on voyait au début et ça nous a aussi permis de structurer pas mal d'éléments qu'on vous a partagés aujourd'hui. Ce benchmark, on a envie de le faire vivre, de le mettre à jour sur l'année 2025 et d'élargir le spectre. Donc, si vous êtes là, c'est que le sujet des achats responsables vous intéresse de près ou de loin. Donc, en flashant ce QR code, vous avez une petite question, c'est oui, non et votre mail, sachant qu'on a vos mails à travers le webinaire, donc même s'il y a une erreur de frappe, on arrivera à vous retrouver. Et derrière, l'engagement de faire un entretien de 30-45 minutes avec Paul et moi début 2025 pour mettre à jour ce benchmark, partager sur vos grands enjeux, vos difficultés, vos freins. Et comme ça, on pourra vous partager ensuite les résultats du benchmark de manière plus large et discuter avec vous de préconisations, etc. Donc, l'idée, c'est un peu la 3e mi-temps de ce webinaire qu'on pourrait faire ensemble sur ce benchmark-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une dernière question. Il nous reste 2 petites minutes. Merci pour les merci. Quelqu'un qui dit que ça donne envie d'accélérer. Nous aussi, si on est là, c'est parce qu'on sait que le sujet est important. Donc, merci beaucoup de votre participation. J'étais ravi que ce sujet vous intéresse. Yes, merci tout le monde. Donc, on vous envoie dans un mail dans l'après-midi ou la journée ou demain le support. J'espère qu'il y a eu plein de réponses à notre questionnaire à l'écran pour faire le benchmark 2025. Merci à tout le monde. Bonne fête de fin d'année et au plaisir de parler achat responsable ou d'autres choses avec vous en 2025. Et merci Paul pour tout le support et tout ça. Et on vous envoie aussi l'outil diagnostic, j'ai oublié. Merci à tous, très bonne journée. Au revoir.